il se jette sur vous et il commence à vous frapper en disant « je ne vais pas seulement te frapper, je vais t'égorger ». Rania Albaz, bonsoir. Vous êtes la présentatrice de la télévision saoudienne qui a été défigurée par les coups de son mari. On va y venir. Mais avant, je voudrais me réjouir de ce que vous soyez là, parce qu'on vous attendait la semaine dernière. Vous avez été empêché à l'aéroport de Jeddah pour cause de papiers pas en règle et ensuite assigné à résidence en Arabie Saoudite. Cette fois, vous êtes caché dans un camion de marchandises jusqu'à Bahreïn, et puis Dubaï, et puis la France. On est très content que vous soyez là ce soir. Est-ce que vous allez demander l'asile politique à la France? Voilà. Non. Non. Si vous retournez en Arabie Saoudite, vous n'avez pas peur ensuite de ne plus pouvoir ressortir d'Arabie Saoudite? Je dois dire que ma vie a été longtemps régie et gouvernée par la peur. Peut-être que si j'étais tentée par la fuite, ce serait la fuite de moi-même, non pas tellement la fuite par rapport à un État ou à une législation. Mais là encore, je ne suis pas une criminelle, je ne suis pas un assassin, une terroriste qui mérite sanction ou punition. Peut-être qu'une partie de ma société d'origine n'est pas à l'aise avec certaines de mes idées, le fait, par exemple, d'être passée à la télévision pour parler de cet incident que j'ai connu, du fait que j'ai été défigurée, mais je n'ai pas peur et je suis convaincue que je ne serai pas sanctionnée. Alors, vous racontez votre histoire dans un livre qui s'appelle Défiguré, qui est publié aux éditions Michel Lafon. Alors, quand le livre commence, tout va bien. Vous êtes présentatrice sur Channel One, qui est la chaîne publique saoudienne. Vous êtes la première animatrice de télévision jeune en Arabie Saoudite. Et tout le monde parle de vous. Vous êtes une grosse vedette là-bas. Vous êtes même un symbole. Et le seul problème à cette époque, c'est que votre mari, qui est une ex-vedette de la chanson, est jaloux de vous. Il a une jalousie maladive, il est extrêmement possessif et il vous séquestre à la maison. Il accepte votre travail uniquement parce que ça lui procure une source de revenus. Et là, le dimanche 4 avril 2004, le soir, les enfants vont se coucher. Vous recevez un coup de téléphone d'une amie à vous qui s'appelle Leïla. Pour pas choquer votre mari, vous écourtez la conversation. Lui, il quitte la pièce furieux. Vous vous énervez l'un contre l'autre. C'est une espèce de scène de ménage. Et là, il se jette sur vous et il commence à vous frapper en disant « je ne vais pas seulement te frapper, je vais t'égorger ». Cet homme... C'est votre mari, vous avez des enfants avec lui, vous vivez ensemble. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de succès, il est jaloux de vous. Mais comment arriver à un moment à dire à quelqu'un « je vais t'égorger » ? Je ne pense pas que c'était une vie tout à fait paisible. C'était simplement une vie que je menais pour garder la vie commune et maintenir ce mariage. Et dans la société d'où je viens, il vaut bien mieux être marié que d'être divorcé ou d'être vieille fille. Et par conséquent, je devais faire face à ces situations, trouver des solutions de compromis, et ce, pour le bien de mes enfants, parce qu'il aurait été très difficile pour moi d'être divorcée pour la seconde fois. Cela aurait été véritablement une situation difficile et pénible pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cela, beaucoup de facteurs. Peut-être qu'une de ces raisons, c'était moi, mes comportements. Peut-être que je me suis trompée aussi parfois lorsque je me suis trop souvent tue. Peut-être que j'ai commis quelques erreurs, mais cela ne justifie pas cette absence de confiance, cette jalousie pathologique. Peut-être qu'il y avait aussi l'échec de sa carrière, le fait qu'il était à la maison, qu'il ne travaillait pas. Et puis c'était un jaloux, c'était aussi un homme nerveux. Tout ceci a influé. Alors là, il vous écrase le visage contre le sol, quoi. C'est pas juste des coups. Il vous aplatit le visage contre le sol. Il vous roue de coups. Et ensuite, il dépose votre corps devant un hôpital. 13 fractures, c'est beaucoup. 4 jours dans le coma, 3% de chances de survie. C'est un miracle que vous soyez là. Oui, c'est vrai, c'est un miracle. C'est peut-être pas une chance que j'ai eu à subir 13 fractures. Alors votre mari prend la fuite.
L'affaire fait la une des journaux. Vous êtes à l'hôpital et quand on enlève vos bandages, c'est le choc. Vous dites « Mon visage est une masse de chair informe, zébrée de cicatrices, constellée d'hématomes bleuâtres et de croûtes. » C'est-à-dire quand on a été présentatrice à la télévision et qu'un jour on se voit comme ça dans le miroir de l'hôpital, qu'est-ce qu'on pense? Peut-être que je suis folle, peut-être que j'ai des comportements étranges et paradoxaux. Mais j'ai commencé tout d'abord par entendre. En fait, l'ouïe est le premier sens qui me soit revenu. J'ai entendu un proche dire, un proche qui était à côté de moi en réanimation, qui attendait depuis 4 jours que je sorte du coma. J'ai entendu sa voix et sa voix dire « Elle bouge, elle vit ». Et je me suis dit « Ouf, c'est la première voix que j'entends, c'est celle-là ». C'était une plaisanterie. Mais avant de me voir dans le miroir, j'ai commencé par me voir dans les yeux de ma mère et dans les yeux de mes proches. Et ça, c'était une souffrance, c'était une blessure. Et en fait, j'ai dû prendre sur moi, ne pas crier parce que je ne voulais pas faire souffrir ma mère davantage. Et je me disais, ça va s'arranger. À partir du moment où je suis vivante et que je vais pouvoir voir mes enfants, ça va s'arranger. Donc, j'étais pleine d'espoir. C'est vrai que la beauté, c'est vrai que le visage d'une personne, c'est un bien personnel et j'avais le sentiment de m'être perdue. Quand je me regardais dans le miroir, je me recherchais, je voulais me revoir ce visage. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à retrouver mon visage réel. Mais là encore, c'était pour moi une chance énorme que de pouvoir juste survivre et de vivre entouré des gens que j'aime, et j'ai eu peur de la mort aussi. Votre mari s'est sciemment acharné sur votre visage. Oui, tout à fait. Je ne sais pas. De toute façon, son rapport à moi a été étrange. Il me surveillait constamment, quoi que je fasse. Je pouvais être assis à côté de lui, en train de regarder la télévision. Si je croisais les jambes, il me regardait. Il me surveillait constamment si je croisais les mains. Et cela pendant les 8 années de mariage que nous avons eues. Et peut-être que justement, lorsqu'il a voulu me briser, me détruire, il s'est attaqué à ce visage qui devait symboliser quelque chose pour lui. Il pensait qu'en détruisant mon visage, il allait détruire la femme. Ouais. Alors, il faudra 13 opérations pour vous rendre le visage que vous avez aujourd'hui. C'est bien. Quoi qu'il en soit, pour moi, la beauté n'est plus quelque chose de si important dans ma vie. Alors, en attendant, effectivement, vous décidez d'être photographié, d'être filmé, ce qui provoque une grande émotion dans le monde entier, mais aussi en Arabie Saoudite, l'émir de Jeddah et son épouse, la princesse Sarah, s'intéressent à vous. Votre cas devient un peu un symbole de la façon dont sont traitées les femmes dans ces pays-là. Mais malgré tout, vous refusez de condamner l'islam. Pour vous, l'islam n'a rien à voir avec ça. Absolument. Je ne condamne pas l'islam et je ne condamne pas le christianisme ni le judaïsme. Toute religion, toute nationalité, toute couleur de peau, de race, cela n'a rien à voir avec les problèmes des femmes ou de la violence conjugale. Au cours de la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler de l'affaire de cette actrice française dont je n'arrive pas à bien prononcer le nom, qui a été tuée. Marie Trintignant. Marie Trintignant qui a été tuée par son époux. Je voudrais que nous vivions en tant qu'humains et que nous ayons des relations réellement entre êtres humains. Et je ne veux pas que nos relations soient déterminées par notre appartenance religieuse, nationale, raciale. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui que nous traitions avec amour, avec compassion. Je pense que nous avons suffisamment eu de guerres, de souffrances, de politiques erronées qui sont autant de nourriture pour la haine entre les peuples. Alors non seulement vous refusez de condamner l'islam, mais vous avez décidé de pardonner à votre mari. Oui.
Pourquoi pardonner à mon époux? Bien, de par ma nature, je n'aime pas punir, je n'aime pas sanctionner. Je ne voudrais pas imposer une punition, une sanction à quelqu'un d'autre. Comme moi, j'ai été punie ou sanctionnée. Pour moi, le fait de prendre mes distances, c'était quelque chose de suffisant, de ne pas le voir. Le fait qu'il vive avec cette culpabilité, c'est déjà suffisant. C'était plus simple pour moi que de le laisser croupir en prison et de me poser la question de quand il va ressortir. C'est la pire des punitions. Oui, la punition est dans sa tête. Oui, tout à fait. En tout cas, je le souhaite. Alors, vous n'allez pas vous battre donc contre la condition de la femme en Arabie Saoudite, puisque vous dites qu'elle n'est pas responsable de ce qui vous est arrivé. Vous allez vous battre contre quoi alors? Contre la jalousie? Je voudrais plutôt reformuler cela. Je voudrais que l'on repasse en revue toutes ces choses qui peuvent nuire à la femme en Arabie Saoudite. Je voudrais qu'on passe en revue un certain nombre de législations qui ne sont pas à la faveur de l'épouse. Une législation insuffisante lorsqu'il s'agit de la protection des épouses face à la violence conjugale. Lorsqu'une épouse est battue, elle a du mal à s'adresser à la police. Je voudrais également que l'on revoie cette législation qui interdise aux femmes de conduire un véhicule. Quel est le droit de prendre la parole librement? Toutes ces législations, j'invite à ce qu'elles soient révisées, mais qu'elles ne soient pas uniquement révisées en Arabie Saoudite. Je travaille et œuvre au sein de Niput et Soumise et je suis en contact avec des femmes françaises, des femmes libanaises, des femmes égyptiennes. Nous travaillons sur tous ces problèmes ensemble. Très bien. Julien? Les femmes n'ont pas fini leur combat, apparemment. Vous exprimez mes félicitations, mais également celle de mon amie Asma qui m'a accompagnée ici et qui m'a parlé beaucoup de vos chansons qui chantent l'amour des femmes. Il n'y a pas de fin à la femme. C'est la femme qui amène et met au monde les générations, y compris les générations d'hommes. Et nous espérons qu'à l'avenir, il n'y aura pas d'autre Rania Elbaz pour venir raconter cette histoire pleine de souffrance. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.